Bonjour, donc nous sommes là pour vous présenter en fait la conférence sur les métiers qui permettent de déboucher en fait après les formations de STBB. Donc je suis accompagnée de 5 étudiants, alors ils vont venir sur le plateau pour se présenter. Il y a d'abord Julien qui est juste à côté de moi. Judith va rentrer dans le champ, voilà, merci Judith. Ensuite Dorian, Elina et Alexandra. Bonjour. Donc voilà, vous n'hésitez pas tout à l'heure, si vous avez des questions, en fait, ils pourront également y répondre après. Nous allons vous présenter en fait les métiers en biologie dans les industries pharmaceutiques et les biotechnologies. Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est le développement d'un produit, parce que finalement, il faut que vous compreniez comment un produit est fait pour que vous compreniez à quel moment le métier intervient. Donc la première chose qui est fait pour développer un produit, c'est finalement le marketing stratégique, qui va faire en fait une enquête auprès finalement des consommateurs et également des évolutions en fait de différents produits qui peuvent être faits, et voir si finalement ils vont développer ce nouveau produit au sein de leur entreprise. S'ils actent que oui, ils vont faire passer l'information à la recherche et au développement qui va finalement commencer à mettre en place en fait le produit. Il va ensuite y avoir une étape d'industrialisation, donc ça veut dire qu'on va tester ce produit à une échelle un peu plus grande que justement la recherche et le développement. Ensuite, si c'est un produit qui est pharmaceutique, comme par exemple le vaccin du Covid, il va être passé en recherche clinique, justement, où il va y avoir des tests auprès de différents patients, pour voir qu'il n'y ait pas de problème sur le produit. Ensuite, si tout va bien, il est produit en production. Ou pas. Bien sûr, parmi toutes ces étapes, alors je l'ai mis après, mais finalement, le contrôle qualité, l'assurance qualité et les affaires réglementaires vont vérifier que tout se passe normalement. Et ça sera que quand tout sera acté que le produit est conforme, qui pourra être envoyé chez le client. Ceux qui vont aider à communiquer sur le produit va être le marketing opérationnel et également la communication qui, eux, vont communiquer également en interne dans l'entreprise. Et ensuite, donc, la vente va pouvoir, en fait, présenter le produit au client pour qu'il soit vendu. Et finalement, ensuite, ça va être acheminé par le service des achats et de la logistique. Donc, le premier métier pour lesquels on va parler, c'est les métiers de niveau Bac+3. Les métiers de niveau Bac+3 que propose le STBB sont des métiers avec une expertise scientifique. Il faut savoir qu'ils peuvent avoir différents intitulés selon l'entreprise dans laquelle on se trouve. Il y a des fois, en fait, ça va être un intitulé sur assistant ingénieur, d'autres fois sur technicien contrôle qualité. D'autres, ça va être technicien de développement, technicien d'industrialisation, etc. On reprend le process du développement du produit, on retrouve ces métiers en recherche, en développement, en industrialisation et en contrôle qualité. Donc là, maintenant, on va voir finalement les compétences qu'il faut pour faire ce métier. Donc les compétences, c'est la première chose, ça va être de savoir réaliser des expériences dans un laboratoire. Donc en gros, je vais avoir comme une recette, chez nous ça s'appelle un protocole, et en fait, je vais être capable de le suivre pour pouvoir faire l'expérience correctement. La deuxième chose qu'ils doivent être capables de faire, c'est de prélever et préparer les échantillons biologiques avant l'expérience et préparer les réactifs. Donc là, c'est finalement, ils vont préparer les solutions qui sont nécessaires pour faire ce fameux protocole. Et ensuite, là, comme le montre la photo, avec la petite spatule bleue, excusez-moi, parce que je ne vous donnerai pas le terme scientifique, et bien finalement, ils prélèvent par exemple une colonie, donc un petit rond que vous voyez, et du coup, ils le mettent par exemple en culture, donc c'est ça, prélever un échantillon par exemple biologique.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les échantillons biologiques sont quelque chose de rare, et du coup, on fait très attention, en fait, quand on prélève les échantillons, on part sur le principe que l'expérience, on pourrait la faire qu'une fois, donc il faut qu'on la réussisse du premier coup. Donc ensuite, après avoir fait ces expériences et avoir préparé tous ces réactifs, on analyse les résultats et du coup, on rédige sur le cahier de laboratoire, en fait, ce qu'on a trouvé, comment on a fait l'expérience, etc. Et ensuite, on échange également avec notre manager sur les résultats qu'on a pu observer. Également à amener un soutien en fait pour assurer l'entretien des équipements laboratoires et gérer les stocks de réactifs. Donc ça, c'est la vie du laboratoire. En fait, on ne laisse pas une personne, si on sait qu'il a la même expérience que nous et qu'on vient de finir un réactif, ben, on ne laisse pas la personne suivante à devoir commander le réactif, c'est nous qui anticipons en fait ce besoin. Bien sûr, on applique également les règles, donc les BPL qui sont les bonnes pratiques de laboratoire. On est également sur les règles d'hygiène et sécurité et on respecte tout ce qui est démarche qualité. C'est également pour ça qu'ils rédigent un cahier de laboratoire. Si vous voulez faire ce métier, finalement, il faudrait rejoindre l'ESTBB et faire le bachelor assistant ingénieur en biologie, biochimie, biotechnologie. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vous avez le profil pour rejoindre cette formation qui mène à ces métiers? Ça, en fait, il faut que vous aimiez apprendre par la pratique, puisque finalement, ce cursus demande que vous soyez à peu près 50% de votre temps au laboratoire. Il faut également aimer la biologie, donc là, au lycée, c'est ce que vous feriez en sciences de la vie. Alors, on n'a pas sciences de la vie et de la terre, nous on fait pas de la terre, tout ce qui est spéciologie. C'est vraiment sur le vivant. Il faut que vous aimiez également les travaux pratiques, puisque vous serez amené à en faire beaucoup. Il faut que vous soyez quelqu'un de rigoureux et de minutieux, et que vous souhaitez plutôt faire des études courtes, puisque là, en fait, on vous prépare à un métier en 3 ans. Donc maintenant que nous avons présenté les métiers de niveau Bac+3, nous allons passer aux métiers de niveau Bac+5. Alors, si vous venez à l'ESTBB, vous pourriez faire des métiers qui également ont une expertise scientifique de niveau Bac+5. Les intitulés qui sont possibles sont ingénieur innovation, ingénieur recherche, ingénieur développement, ingénieur qualification validation, ingénieur contrôle qualité, ingénieur industrialisation. Alors, petit aparté, c'est pas parce que l'intitulé du poste contient le mot ingénieur qu'il faut que vous ayez un titre d'une école d'ingénieur. Dans une entreprise, cet intitulé-là équivaut à un niveau d'études. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un Bac+5. Donc, vous pouvez accéder à ces postes, vous ayez un master ou une école d'ingénieur. Donc, vous allez retrouver toujours ces métiers en recherche, en développement, en industrialisation, mais également en contrôle qualité. Alors, les compétences cette fois-ci qu'il va falloir développer, donc c'est un niveau forcément un peu plus élevé que le Bac+3, puisque là, on vous demande de savoir gérer un projet scientifique dans un laboratoire en autonomie. Donc, pour pouvoir gérer ce projet scientifique, il faut que vous sachiez faire de la veille scientifique sur le sujet qu'on vous a donné. Alors, quand on parle de la veille scientifique, c'est être capable de lire des articles en anglais de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, prendre connaissance finalement de tout ce qui a été fait par ces chercheurs et justement d'identifier ce qui reste à faire sur le sujet en question. De la même manière que les Bac+3, vous êtes amenés à réaliser des expériences selon les bonnes pratiques, toujours de laboratoire, les règles de bioéthique et les règles d'hygiène et sécurité. Ça change. La différence par rapport au Bac+3, c'est que cette fois-ci, on va vous demander d'interpréter les résultats, non plus de les analyser. Ça veut dire que vous allez aller plus loin, c'est-à-dire que vous savez
dans votre expérience les différentes conditions que vous avez faites et finalement vous êtes capable de dire que dans ce résultat-là, ça veut dire ça, dans celui-là, ça veut dire ça, etc. Et ça va vous permettre, avec la connaissance que vous avez acquis en veille scientifique, de proposer une expérience suivante au projet. Bien sûr, vous serez également amené à rédiger des rapports, à présenter oralement vos résultats, alors plutôt devant un public de spécialistes. Quand je parle de public de spécialistes, je parle de chercheurs. Vous pourriez être amené à présenter vos résultats en réunion d'équipe. Vous pourriez le faire également en réunion plus devant différents chercheurs qui ont des thématiques de recherche différentes, et vous pourriez également présenter ça devant en fait des chercheurs lors d'un congrès. Donc les congrès, c'est des moments où en fait on fait des présentations très spécifiques sur le sujet sur lequel vous travaillez. Donc si vous êtes intéressé par ce type de métier, à ce moment-là, vous pouvez rejoindre le STBB pour faire manager en biotechnologie. Et à ce moment-là, soit vous choisirez la spécialisation infectiologie, soit vous choisirez la spécialisation bioprocédés. Alors, un autre métier auquel on pourrait parler, qui demande aussi une expertise scientifique, mais qui, à la différence de tout à l'heure, ne se fait pas dans un laboratoire, c'est le métier de attaché de recherche clinique. Alors, ce métier, vous le retrouvez dans le département de recherche clinique. Et les compétences qu'il faut sont un peu différentes. Du coup, cet attaché de recherche clinique, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il est en charge d'études cliniques. Donc, il va devoir chercher un site qu'on appelle d'investigation pour effectuer finalement ces études cliniques. Donc, en gros, il va rechercher un hôpital qui est expert du domaine de l'étude clinique pour pouvoir finalement décider que ça va être dans cet hôpital-là que l'étude clinique va avoir. Ensuite, il va, après qu'il ait défini qu'il allait dans cet hôpital, donc il va rencontrer les médecins, il va rencontrer le corps médical et il va former et informer ce personnel sur l'étude clinique. Donc il va former le médecin en fait sur les attentes de cette étude clinique, sur quel type de patient doit être inclus dans cette étude clinique et du coup de manière à ce que le médecin rajoute des patients dans l'étude clinique. Ensuite, quand les patients ont été inclus dans l'étude clinique, c'est le personnel de santé qui va prendre le relais puisque c'est eux qui vont administrer la molécule test aux patients. Donc tout ça, évidemment, ça demande de contrôler l'application des procédures et de la réglementation, et c'est ce que fait un attaché de recherche clinique. Il doit également effectuer le suivi de l'étude clinique, donc s'assurer qu'effectivement le médecin inclut bien des patients dans l'étude clinique, que les patients aient bien signé tous les consentements pour faire l'étude clinique, et également il va appeler les patients pour voir si tout va bien, voilà, s'il y a des effets secondaires, etc. Donc il vérifie, mais il va également transmettre les données patients qu'il a récoltées auprès finalement de l'entreprise qui lui a demandé de faire cette étude clinique. Il doit finalement quelque part certifier les données de l'étude clinique. Donc, si vous vouliez faire ce métier à l'ESTBB, il faudrait que vous fassiez manager en biotechnologie, spécialisation infectiologie. Alors, à l'ESTBB, en plus des métiers à Bac+5 en expertise scientifique, on peut également vous former à des métiers avec une expertise managériale. Dans ce cas-là, les intitulés de poste sont un peu différents. Le métier que vous allez faire sera toujours un métier de chef de projet. Mais finalement, en fonction du département dans lequel vous allez vous trouver, par exemple, si vous êtes en assurance qualité, ce chef de projet va s'appeler ingénieur assurance qualité. Si par contre, il se retrouve dans la production, il s'appellera ingénieur production.
S'il se retrouve en marketing, il s'appellera chef de produit. S'il est en communication, assistant communication. S'il est en vente, ingénieur technico-commercial. Et s'il est en affaires réglementaires, l'intitulé de poste sera chargé d'affaires réglementaires. Donc vous voyez là, les intitulés se multiplient en fonction de l'endroit où vous allez travailler. Donc si on reprend toujours ma flèche du développement d'un produit, à ce moment-là, les métiers, vous pourriez les retrouver en marketing stratégique, en production, en assurance qualité ou en affaires réglementaires, en marketing opérationnel, en communication, en vente, en achat ou en logistique. Donc cette fois-ci, les métiers, le métier de chef de projet correspond à être capable de piloter un ou plusieurs projets. Alors quand on parle de piloter un projet, c'est-à-dire qu'on vous a donné un coût, le projet ne doit pas excéder ce coût financier, donc il faut en tenir compte. Il doit également respecter les délais. Ça veut dire que, pareil, je ne dois pas, admettons, dépasser mars 2021 pour faire ce projet. Donc, il faut que j'organise en fait mon équipe projet en amont. Il faut également que je recherche des ressources. Donc, ça peut être des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières, ça dépend. Et quoi qu'il en soit, il va falloir que je respecte les démarches qualité. Donc, ce projet, il faut faire attention, puisque que ce soit en termes de délai ou en termes d'attente, etc., on doit pouvoir être capable d'anticiper les risques, puisque tout projet a des risques. Je dois être capable également d'adopter une posture de chef de projet. Alors, quand je parle d'adopter une posture de chef de projet, je parle d'être capable d'écouter ce que vont me dire les autres, de solliciter des personnes supplémentaires si je trouve ça indispensable, de convaincre, également de décider, puisqu'à un moment donné, il faut trancher, et c'est le rôle du chef de projet, et également de motiver, mais souvent, en fait, c'est ça qui est le plus difficile, puisque finalement, vous allez acter à un moment donné une décision, et tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec votre décision, et ça sera là où vous aurez besoin, en fait, de motiver votre équipe projet pour que tout le monde continue à travailler correctement sur le projet. Donc en gros, vous êtes amené à mener le projet de A à Z. Donc vous allez planifier, puisque vous avez votre date butoir de votre projet. Vous allez identifier et mobiliser les bons interlocuteurs. Alors là, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, votre projet, c'est souvent un projet qui est innovant, qui va permettre de sortir un nouveau produit. Et les bons interlocuteurs, ça va être des gens de la production, des gens des affaires réglementaires, des gens du marketing, de la qualité, etc. Donc vous voyez, c'est des gens qui interviennent dans différents services de l'entreprise et c'est pas leur charge de travail principale. C'est-à-dire que vous leur rajoutez un projet qui n'était pas forcément identifié au départ et du coup, il va falloir finalement être capable d'animer finalement la réunion avec ses interlocuteurs, leur expliquer pourquoi ils doivent participer à ce projet, pourquoi ils doivent amener les choses dans les temps, pour que vous respectiez vos propres délais. Il va falloir également les motiver, puisque c'est ce que je vous disais, c'est pas leur tâche première, c'est pas de faire votre projet. Et donc, il faut être capable de mobiliser son équipe projet pour être sûr que le projet se fasse. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit, en fait, il va falloir savoir adapter son discours parce que c'est vos interlocuteurs sont des gens divers, de différents services, ils font pas les mêmes choses, vous n'en attendrez pas les mêmes choses, donc il faut que vous soyez capable de parler à des gens du marketing, de la production, de la qualité, etc. Vous serez également amené à réaliser du reporting. Quand on parle de reporting, c'est que, comme je vous disais, votre projet est un projet innovant. Il va nécessiter finalement que votre direction, en fait, soit au courant de l'avancée du projet. Et donc, vous devrez informer votre direction, soit en faisant de la rédaction, soit de la présentation orale, soit des réunions, etc. C'est ce qu'on appelle donc réaliser le reporting.
voulez faire ce type de métier, en fait, il faudra rejoindre le STBB pour faire manager en biotechnologie. Et vous pourrez choisir entre la spécialisation pilotage de l'innovation et également pilotage, transformation digitale et e-santé. Le dernier métier auquel on peut vous former à l'ESTBB, c'est un métier effectivement qui demande une expertise managériale, mais que j'ai dissocié des autres parce qu'elle est un peu spécifique. C'est un métier en fait dans lequel vous allez travailler dans une structure qui s'appelle une biobanque. Et finalement, les intitulés de poste pour ce métier sont un peu différents. Donc, vous avez manager opérationnel de biobanque, coordinateur d'un réseau de biobanque, responsable d'une plateforme de bioressources, chef de projet, responsable qualité. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est qu'une biobanque? Donc, une biobanque, c'est finalement, en fait, les photos que vous voyez, c'est finalement ce que va faire très souvent la personne qui va gérer la biobanque. Ça veut dire qu'elle va travailler sur des échantillons, donc c'est ce que vous voyez sur la photo du bas. Donc, ces échantillons sont de même nature et c'est finalement une biobanque, une plateforme de service qui est au service des scientifiques et qui met à leur disposition finalement des échantillons. Et au-delà de l'échantillon que vous voyez sur les photos, à chaque tube d'échantillon est associé finalement les données de cet échantillon, c'est-à-dire d'où il provient, la qualité qui est associée à cet échantillon et finalement à qui, par exemple, il va être transmis pour l'utilisation, puisque, encore une fois, la plateforme de service, l'idée, c'est de récupérer des échantillons, de vous rendre conforme à des échantillons avec les données associées et ensuite de redistribuer ces échantillons auprès, par exemple, de scientifiques. Donc, sur toujours ma flèche du développement d'un produit, on peut retrouver ce métier soit en recherche, soit en production, soit en contrôle qualité. Donc, les compétences qu'il faut pour faire ce métier, c'est d'être capable finalement de manager des flux de ressources biologiques, donc depuis le prélèvement jusqu'à l'utilisateur final. Parce que c'est ce que je vous disais, je vais récupérer des échantillons d'un hôpital, etc., par exemple. Je vais faire en sorte de vérifier ou diviser cet échantillon en plusieurs échantillons, et ensuite, je pourrais être amené à le transmettre à un utilisateur final qui sera un chercheur scientifique, par exemple. Donc, il faut faire de la recherche des bioressources et du coup, c'est ce que je vous disais, il faut prendre contact avec les hôpitaux pour voir s'ils ont le type d'échantillon qui m'intéresse, puisque une bioressource a un type d'échantillon en général. Et ensuite, il faut être capable de les valoriser parce que l'idée, c'est pas de garder vos bioressources dans votre biobanque, mais c'est vraiment de les transmettre à la communauté scientifique pour qu'on puisse travailler sur ces fameux échantillons. Donc c'est là où il faut bien penser qu'un échantillon, c'est aussi une ressource précieuse. C'est pour ça qu'il existe en fait des biobanques. C'est pour avoir une quantité suffisante d'échantillons de même nature pour pouvoir conclure des choses bien précises. Par exemple, sur différentes maladies comme le cancer, etc. Et bien, ça permet de faire avancer plus facilement la recherche. Ils vont également être capables de déployer le système de management de la qualité. Donc, ils mettent en place un système de management de la qualité auprès de leur biobanque, enfin, au sein de la biobanque. Et finalement, ça va permettre de certifier finalement toutes les données qui vont sortir avec les échantillons. Ils vont également gérer les données d'une banque d'échantillons. Donc, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Bien sûr, appliquer les réglementations, que ce soit de droit, d'éthique, de législation, etc. Parce que finalement, on ne fait pas n'importe quoi d'un échantillon biologique. C'est vraiment contrôlé. Et donc, du coup, il faut justement assurer, appliquer ces réglementations. Enfin, il faut être également capable de développer et d'intégrer les réseaux d'experts et de biobanques
Parce que c'est ce que je vous disais, pour pouvoir développer la biobanque ou pour pouvoir transmettre les échantillons, finalement, si on a développé ce réseau d'experts, eh ben, on va pouvoir finalement générer ce fameux flux dont on parlait tout à l'heure. On peut trouver des biobanques dans différents secteurs. On peut en avoir dans les bioindustries, on peut en avoir dans des hôpitaux, on peut en avoir dans des laboratoires de recherche, on peut en avoir dans des associations de patients et également dans des conservatoires de biodiversité. On peut avoir différentes sortes d'échantillons. On peut avoir des échantillons humains, animaux, végétaux, microbiens, environnementaux, etc. Si vous êtes intéressé par ce métier, en fait, il faudra venir à l'ESTBB et faire manager en biotechnologie, spécialisation, bioressources et data. Comme vous avez pu le voir, il y a une formation qui mène à l'ensemble de ces métiers, qui est manager en biotechnologie. Et finalement, selon que vous allez choisir en 4e et 5e année telle ou telle spécialisation, vous aboutirez finalement à des métiers différents. Donc, je vous rappelle les 5 spécialisations: infectiologie, bioressources et data, pilotage de l'innovation, bioprocédés, transformation digitale et e-santé. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour tous les métiers, même les métiers à Bac+3 qu'on a vus au tout début, en fait, vous pourriez faire ces métiers finalement dans différents secteurs d'activité. Donc, le premier secteur d'activité où vous pourriez le faire, c'est dans les industries de biotechnologie. Donc, comme vous pouvez le voir là, vous pourrez le faire dans des biotechnologies de santé, mais également dans des biotechnologies liées à l'environnement, qui vont permettre de traiter finalement les sols, l'eau ou les déchets. Vous pourriez être également amené à travailler pour des biotechnologies avec des ressources marines. Donc c'est plutôt les industries en fait de cosmétologie ou les industries de chimie avec les biocarburants. Mais la différence, parce que vous devez voir en bas qu'il y a la biotechnologie pour la chimie et l'agrochimie, la différence c'est que finalement ces biocarburants sont faits à partir de ressources marines. C'est pour ça qu'ils sont classés différemment. Ensuite, vous pourriez également travailler dans les biotechnologies pour l'agriculture et l'agroalimentaire, et donc les biotechnologies pour la chimie et l'agrochimie. Mais pas que. Vous pouvez également travailler dans d'autres industries du vivant. Donc, par exemple, vous pourriez travailler dans l'industrie pharmaceutique ou l'industrie vétérinaire. Vous pourriez travailler dans l'industrie du diagnostic in vitro. Donc, par exemple, c'est tout ce qui est test rapide, donc un test rapide de grossesse, et ben c'est fait par une industrie du diagnostic in vitro. Vous pourriez également travailler dans l'industrie du dispositif médical. Donc là, les entreprises du dispositif médical, c'est une entreprise qui fait des pansements est une entreprise de dispositif médical, une entreprise qui fait des lentilles de contact également, une entreprise qui fait des prothèses et également une industrie du dispositif médical. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres industries comme l'industrie de la cosmétique et également des entreprises qui sont des fournisseurs de réactifs et de matériel de laboratoire. Quand je vous expliquais tout à l'heure que dans un laboratoire, on faisait des expériences, pour faire des expériences, on utilise du matériel. Ce matériel est fait par certaines entreprises, donc c'est les fournisseurs de réactifs et matériel de laboratoire. Mais donc du coup, pas que encore, vous pourriez également travailler dans des biobanques, vous pourriez également travailler dans des laboratoires finalement de recherche médicale, vétérinaire ou astronomique, également dans des laboratoires d'analyse qui peuvent être liés à l'environnement comme analyse ou à des analyses vétérinaires. Si vous le souhaitez également, vous pourriez faire de la recherche plus dans une structure publique. Donc, la question, comme tout à l'heure, est-ce que vous avez le profil pour rejoindre cette formation qui mène à ces métiers? Donc, pour ça, il faut être à l'aise pour apprendre par la théorie, puisque finalement, vous aurez beaucoup moins de travaux pratiques dans cette formation. Ensuite, il faut souhaiter faire des études longues, puisque finalement, vous vous engagez pour faire un Bac+5. Il faut également aimer, comme tout à l'heure, la biologie. Il faut avoir envie de se préparer à des postes à responsabilité et il faut également souhaiter travailler dans les industries du vivant.
Donc, si vous avez répondu oui à toutes ces questions, bah, finalement, la formation manager en biotechnologie correspond à vos profils. En choisissant l'ensemble de ces métiers, vous allez devenir des acteurs de la santé et de la transition à l'écologie, préserver les ressources, créer les innovations de demain, respecter l'environnement et participer à un monde solidaire. Alors, je vais laisser la parole aux étudiants. Alors, les questions, on les fera après. On va d'abord laisser témoigner en fait les étudiants sur leur stage. Alors, petit aparté, si vous voulez chatter, parce que vous n'auriez pas, vous n'auriez pas eu le temps de poser la question que vous voudriez d'ici à la fin de la conférence, vous pouvez nous rejoindre en fait sur le stand de l'ESTVB, sur le salon virtuel Aura de l'étudiant. Donc, je vous ai mis le lien ici qui va vous être relayé par le chat. On va, donc merci pour votre attention, on va enchaîner avec Doriane, Alexandra et Elina pour qu'ils nous présentent finalement ce qu'ils ont fait en stage. Ensuite, on reviendra également pour que Julien nous présente comment on les accompagne en fait sur la recherche de stage. Et si vous voulez également, on vous expliquera et qu'on peut également avoir accès à des bourses pour nous rejoindre. Voilà, donc je laisse la parole à Doriane, Elina et Alexandra. Alors, bien écoutez, bonjour. Donc moi je m'appelle Doriane, je suis actuellement en 3e année du cursus assistant ingénieur, donc à l'ESTVB. Et j'ai fait mon stage du coup de 2e année dans l'entreprise Biomérieux, qui est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la microbiologie. Donc voilà, c'était super intéressant. Je suis resté en stage pendant 4 mois avec eux et j'ai travaillé donc sous la tutelle d'une chaîne de projet donc sur la microbio. Donc j'étudiais voilà, des souches bactériologiques, des souches de moisissures. Et mon travail, c'était d'aller au laboratoire tous les jours et de faire des expériences et après analyser mes résultats. Voilà. C'était super intéressant et ça s'est super bien passé. Bonjour, je m'appelle Elina, je suis aussi en 3e année donc, dans le cursus assistant ingénieur. Donc mon stage en 2e année, je l'ai fait dans une unité du CNRS et de l'INSERM, ça s'appelle l'Institut Neuromyogène. Là-bas, j'ai travaillé sur le muscle et j'ai appris beaucoup de choses, notamment en culture cellulaire ou même en génétique. Donc j'ai réussi à approfondir mes connaissances, notamment sur les tests PCR, qui est assez d'actualité. Donc c'est un stage qui m'a énormément plu. Il a duré que 4 mois et malgré cette période de Covid-19, j'ai pu faire mon stage pour 4 mois comme je l'ai dit et j'ai perdu juste 15 jours. Donc on a été très bien encadré pour tout notre stage. Je beaucoup apprécié. Merci. Bonjour, moi c'est Alexandra. Du coup j'ai pu faire mon stage de 2e année, je suis dans la même formation que Elina et Doriane. Bachelor assistant ingénieur. Et donc, j'ai fait mon stage au centre de recherche en cancérologie de Lyon. J'ai travaillé sur le cancer du sein et sur la question de la prévention des rechutes. Donc, ça a été une expérience super enrichissante. Ça a été un stage vraiment super formateur. J'ai pu découvrir plein de techniques. J'ai fait beaucoup de culture cellulaire. Donc, je travaillais sur 2 molécules, TGF, bêta-2 et BMP4. Et donc, le but, en fait, c'était de regarder un peu leur rôle dans la dormance des cellules cancéreuses du sein. Et voilà, donc j'ai fait beaucoup de culture cellulaire. Donc, je maintenais les cellules en vie au fil des semaines. Et à partir de ces cellules, je faisais des expériences, je les mettais en présence de molécules. Et je regardais un peu l'effet qu'avaient ces molécules sur elles, sur leur indice de prolifération. Et donc, à côté de ça, j'ai fait de la biologie moléculaire, des RT-qPCR, du Western blot, et plein d'autres techniques. Donc, vraiment, c'était une super expérience. Merci pour ces témoignages. Alors, sachez qu'on a un étudiant qui peut témoigner également sur la recherche de stage et également sur l'accès aux bourses. Donc, du coup, on va peut-être prendre le relais pour répondre aux questions. Alors, je crois que je ne me suis pas présentée au tout début, donc je vais le faire maintenant, c'est pas grave. Donc, je suis Sabine Wood, je suis directrice pédagogique à l'ESTVB.
pour les formations, en fait, manager en biotechnologie, spécialisation infectiologie et également pilotage d'innovation. Et je suis également directrice des relations entreprises. Alors, du coup, on va enchaîner sur les questions. Ouais. Alors, la première question de Coralie, c'était « Bonjour, est-il possible de faire un manager en biotechnologie après un bachelor d'assistant ingénieur ?» Alors, c'est pas le but. Tout simplement, en fait, le bachelor, en fait, on vous forme pour un métier en 3 ans et dans l'idée, il faut que vous ayez travaillé. Il peut y avoir, je dirais, maximum 5 étudiants qui pourront peut-être passer sur la formation de manager en biotechnologie, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que si c'est manager en biotechnologie qui vous intéresse, il vaut mieux que vous partiez directement sur la formation manager en biotechnologie. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir sur les 3 premières années et on ne vous prépare pas du tout de la même manière. Dans l'idée, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, manager en biotechnologie, c'est vraiment d'être un chef de projet. Du coup, on vous forme à ça, finalement, dès les premières années, en fait, de manager. Ensuite, il y avait « Bonjour, quel âge a le diplôme de manager et quel est votre recul sur les débouchés, délai moyen d'embauche, salaire moyen à l'entrée, reconnaissance de ce diplôme par les entreprises versus un diplôme d'ingénieur CTI ?» Merci. Manager en biotechnologie, il existe depuis l'année dernière. C'est pas vraiment le cas. En fait, on est en restructuration puisque finalement, on souhaite également devenir une école d'ingénieur. Donc, si vous intégrez la formation avant de faire une école d'ingénieur, vous n'aurez pas un titre d'ingénieur. Mais on a du recul sur les spécialisations puisque finalement, chacune de nos spécialisations était une master qu'on proposait à l'USCP. Et donc, du coup, elles sont là depuis des années. C'est à minima la plus récente des masters, ça fait 10 ans qu'elle est là. Donc, on a beaucoup de recul, à la fois finalement sur les débouchés, les métiers, l'insertion, etc. Du coup, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait beaucoup de questions dans la question. Sur l'insertion professionnelle, donc en infectiologie, de mémoire à la sortie, c'est-à-dire le jour de la soutenance, il y a 55% des étudiants qui sont déjà en poste dans une entreprise. Pilotage de l'innovation, c'est 60%. Et ça s'appelle, excusez-moi, bureau ressources et data, on a 80% d'insertion professionnelle. Ils sont tous embauchés à 6 mois. C'est le plus long délai qu'il faut à un étudiant en fait pour être embauché, sachant que la majorité, en fait, on a un gros pic également à 3 mois après la sortie du diplôme, après la soutenance. Ensuite, sur les emplois, c'est tous des emplois en entreprise. On a également beaucoup de CDI à la sortie. Il peut y avoir des gens qui enchaînent dans leur entreprise sur un poste. Donc, si c'est dans une entreprise, comme on a dit tout à l'heure, bioindustrie, etc., ils commencent par un CDD avant d'enchaîner un jour par un CDI. Par contre, s'il est dans une entreprise de prestation de services qu'on appelle, à ce moment-là, il est embauché directement à la sortie. Voilà, en termes d'ordre de salaire, c'est ça. Alors, à peu près, c'est 30K € par an. À peu près, ça dépend quelle spécialisation. Là, j'essaie de faire un peu une moyenne, sachant que ma pilotage de l'innovation, en fonction des sorties, ça peut être plus important. Voilà. Je ne sais plus à quoi j'ai pas répondu. Alors, l'âge du diplôme, c'est bon. Les délais moyens d'embauche, c'est bon. Le salaire moyen, c'est bon. Reconnaissance de ce diplôme par les entreprises versus un diplôme d'ingénieur. Tout à fait. Alors, reconnaissance. Alors, le manager en biotechnologie, c'est un RNCP, donc c'est une certification en fait professionnelle
Et du coup, c'est donné en fait par les branches, enfin ce diplôme est délivré en fait par les branches professionnelles. Donc, finalement, ces branches professionnelles, c'est les entreprises, c'est des structures qui représentent finalement toutes les entreprises. Pour qu'on puisse délivrer ce diplôme, on a besoin de 3 conditions pour pouvoir l'avoir. La première, c'est qu'on forme un métier. Donc là, on forme un manager en biotechnologie. La deuxième, c'est que finalement, à la sortie, on ait 60% d'insertion jour de la soutenance. Donc là, si vous faites la moyenne avec tout ce que je vous ai donné, là également. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'ils font une enquête sur les 3 premières promotions. Au moins les 3 premières promotions. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était que comme on a manager en biotechnologie depuis l'année dernière, on a fait l'enquête sur finalement nos sortants master, puisque c'était les masters qu'on pouvait transformer en cycle de 5 ans. Et à l'issue de cette enquête, il faut que les anciens aient un poste là, c'est un niveau 7 RNCP, c'est technique, et en gros, c'est un niveau Bac plus 5. Et donc finalement, il fallait que les étudiants, enfin nos alumni, soient avec un métier de niveau Bac plus 5 et un salaire de cadre. Donc finalement, si à l'enquête, ça démontrait pas ça, et ben on ne pouvait pas avoir en fait l'RNCP. Donc il faut ces 3 conditions pour qu'on puisse avoir le titre RNCP. Et le titre RNCP, en fait, il est renouvelable. C'est-à-dire que là, par exemple, on l'a pour 3 ans et finalement, en fait, dans 2 ans, on va le renouveler pour l'avoir, ainsi de suite. Alors, justement, comme il est renouvelable, on est très au fait. On travaille avec les entreprises minimum 2 fois par an pour justement connaître les évolutions de métier, pour pouvoir finalement voir que s'il y a un métier qui doit évoluer dans un sens ou dans un autre, on soit capable de le faire de manière très réactive. Donc c'est pour ça, il faut être clair, qu'on a une aussi bonne insertion professionnelle dans nos formations. Et donc du coup, il n'y a pas de raison pour perdre le titre RNCP. Par exemple, assistant ingénieur et également un titre RNCP, et là, depuis des années, je pense que ça fait à minima 20 ans qu'on doit l'avoir. Voilà. Ensuite, quelle est la différence avec une école d'ingénieur? Alors, finalement, une école d'ingénieur vous donne une ouverture sur finalement les entreprises. Elle vous fait vraiment travailler sur l'aspect recherche, bioproduction. Voilà, c'est tous ces aspects-là. Nous, la différence, c'est qu'on vous ouvre également à l'entreprise et par contre, on vous donne un champ un peu plus large finalement de déboucher à la sortie. Voilà. Et après, en termes de déboucher auprès des entreprises, finalement, ils prennent autant nos étudiants que des ingénieurs. Après, ils nous connaissent très bien et ils savent aussi qu'on forme très bien nos étudiants. Donc, tout ça faisant, il y a quand même aussi la réputation de l'école. Voilà. C'est tout, je pense. Et du coup, la dernière question, c'était quels sont les débouchés possibles avec un bachelor d'assistant ingénieur? Les débouchés, c'est tous les métiers que je vous ai donnés au début. Donc, il y avait technicien de recherche, vous aviez technicien contrôle qualité, technicien développement, technicien industrialisation. Enfin voilà, du coup là, je vous laisserai revoir le début du live pour la personne qui a pas pu le suivre depuis le début. Et ensuite, si j'envisage de faire la licence sciences de la vie et humanité, est-ce que je pourrais rejoindre la spécialisation en Bac plus 4, plus 5 de manager en biotechnologie ou la formation d'assistant ingénieur? Alors, si vous faites la licence sciences de la vie et humanité, du coup, vous avez un Bac plus 3. Donc finalement, vous allez, comment dirais-je, vous pourriez effectivement rejoindre le manager en biotechnologie parce que plus facilement que si vous faites assistant ingénieur. Ça, c'est sûr. Voilà. Très bien. Ah, une autre. Vous donnez beaucoup d'intitulés avec ingénieur. Est-ce qu'il faut être ingénieur pour faire ces métiers? Donc, non, pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'intitulé d'un poste, quand c'est ingénieur de développement, ingénieur de recherche, ingénieur
etc. C'est un intitulé de poste. C'est comme moi, pour mon poste à l'ESTBE, je suis directrice pédagogique, c'est mon intitulé de poste. Par contre, ça ne reflète pas le diplôme que j'ai. Voilà. Donc, par exemple, ingénieur en développement, etc., quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur peut le faire, mais quelqu'un qui a un master peut également le faire. Voilà, C'est clair, bon. Ensuite, il y avait quelle est l'insertion professionnelle après les spécialisations de manager en biotechnologie? Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour l'infectiologie, c'est 55% à la sortie, pour pilotage de l'innovation 60% et pour bioressources et data 80%, sachant que tous nos étudiants sont, comment dirais-je, en emploi en fait à 6 mois. La question quel temps faut-il pour que tous les étudiants aient un emploi? Eh ben, maximum 6 mois. Enfin, c'est plutôt 3 comme 6, mais voilà, les derniers, c'est 6 mois. Y a-t-il des passerelles entre les métiers? Alors oui, il peut y avoir des passerelles entre les métiers. C'est-à-dire que si vous rentrez, j'en sais rien, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous rentrez en recherche, en fait, du coup, vous allez, dans votre métier, je vous ai dit que vous allez faire finalement respecter les démarches qualité, les bonnes pratiques de laboratoire, etc. Donc, vous allez être sensibilisé à la qualité. Finalement, en fait, vous pourriez, si vous le souhaitez, ne pas faire ce métier toute votre vie. Les entreprises, en fait, vont vous demander, quand vous êtes en poste, admettons tous les ans, si vous souhaitez évoluer dans votre métier. Alors, ça peut être évoluer de manière hiérarchique, mais également de manière transverse. C'est là où, de manière transverse, vous pouvez avoir des passerelles entre les métiers. Et donc, par exemple, quelqu'un qui fait de la recherche, il pourrait se dire qu'il a envie de passer en qualité après. Donc, finalement, l'entreprise va faire, par la formation continue, vous amener finalement des compétences en assurance qualité pour que vous puissiez ensuite devenir ingénieur en assurance qualité. Puis de ingénieur en assurance qualité, vous pourriez passer au bout de certains temps en affaires réglementaires si ça vous intéresse et du coup faire le même cheminement par la formation continue dans votre entreprise. Et si dans 15 ans vous voulez faire encore autre chose, vous pourriez passer des affaires réglementaires au marketing. Alors pourquoi vous pouvez passer de l'un à l'autre? Ça marche pas pour tout. Mais par exemple, vous ne pourrez pas passer de la recherche au marketing. Si vous voudriez faire ça, il faudra vraiment que vous passiez par la qualité, affaires réglementaires et marketing. Alors pourquoi en fait il y a des passerelles? Parce que finalement, les différents services dans lesquels vous êtes travaillent avec d'autres services. Si finalement vous travaillez avec le service de la qualité, vous travaillez avec la production, vous travaillez, etc., vous aurez la passerelle vers ces métiers-là. Et du coup, de ces métiers-là, vous aurez à nouveau d'autres possibilités et du coup, ça vous ouvrira d'autres métiers. Ensuite, il y avait aidez-vous à trouver un stage. Voilà, Julien va vous le dire. Alors, c'est sûr que trouver un stage, c'est quelque chose d'assez difficile, surtout en cette période. Et là-dessus, l'école est franchement bien, parce que il y a 2 points, on va dire. Le premier point, c'est que l'école est en lien avec beaucoup d'entreprises, autant à Lyon que dans toute la France que même à l'étranger. Et du coup, il y a des cercles de connaissances qui permettent de trouver un stage plus facilement que si on était plongé dans le bain sans savoir où aller. Et donc, en plus de ça, il y a des entreprises qui font des demandes d'alternants, qui cherchent des alternants, même des stagiaires, pardon. Et donc, on peut répondre à ces offres nous-mêmes et donc avoir plus de chances de trouver un stage. Et en plus de ça, on est beaucoup suivi, c'est-à-dire qu'on a des tableaux à mettre à jour régulièrement où les profs demandent d'avoir un visuel dessus et nous disent faut plus candidater, aller plus vers ce domaine, ou alors être un peu plus ouvert et avoir plus de chances de trouver. Donc franchement, on est très bien encadré, je trouve, en tout cas. Et puis, je crois qu'on revoit aussi vos CV, vos lettres de oui, voilà. Et en pour plus, préparer les entretiens. avant la recherche de stage, avec des motivations CV vues avec un prof en cas par cas, et donc, elle est assez bien peaufinée si on ne sait pas faire le pass. Merci. Quels sont les métiers les plus recherchés?
Alors, les métiers les plus recherchés, donc ceux qui ont le plus de débouchés, je dirais, c'est plutôt ça, je pense, finalement, c'est les métiers en qualité, les métiers en affaires réglementaires, parce que tout simplement, il y a beaucoup de réglementations, de législations qui changent, et du coup, il y a beaucoup de choses à remettre à jour. Là, par exemple, je sais que les dispositifs médicaux ont leur réglementation qui a beaucoup changé, pareil pour le diagnostic in vitro. Donc, il y a un vrai gros besoin, en fait, sur les gens qualifiés en qualité et en affaires réglementaires dans ces secteurs. Après, c'est pas pour ça que un étudiant qui voudrait rester en recherche et développement ne trouvera pas. Il y a forcément un peu moins d'offres, mais c'est pas pour ça que voilà, on ne trouve pas. Et par exemple, tout ce qui est marketing, c'est des choses très stables. Il y en a tout le temps, des demandes. Après, par exemple, la production en ce moment est très demandée, donc à la fois des postes vraiment très opérationnels, mais également des bacs plus simples pour suivre tout ce qui se passe comme problème au niveau de la chaîne de production et pouvoir être capable de résoudre ces problèmes-là. Et ensuite, quels sont ceux les plus recherchés dans la région Rhône-Alpes? C'est les mêmes. Recevoir la présentation complète. C'est la présentation complète de ce que l'on vient de faire. Bah, de toute manière, ça sera sur YouTube à partir de lundi, je pense. Voilà, vous tapez YouTube STBB métiers et vous verrez tout le live. Et jusqu'ici, il n'y a plus de questions. Eh ben, juste, comme on a une étudiante qui a également eu un financement en fait Crous, on va aussi peut-être juste faire une aparté. Pour vous dire, on a pour rejoindre nos formations, c'est selon le quotient familial à partir de 4 700 €. Et donc finalement, il y a des étudiants qui peuvent avoir accès aux bourses du Crous et d'autres finalement également aux bourses que l'Université catholique propose après le bac. Donc peut-être que Judith, vous pouvez nous en dire un mot. Du coup, je suis en 2e année d'assistant ingénieur et ça fait 2 ans que je touche la bourse du Crous qui est environ de 1 000 € par an, donc ça apporte un plus si on a du mal à payer les études. Très bien. Merci. Alors du coup, je sais pas, on n'a pas de questions, juste pour être sûr. Là, par rapport à la présentation, oui, les slides. Oui, voilà, c'est ça. Alors, les slides, le PowerPoint en tant que tel, non, mais le live. Voilà. Super. Et bien, du coup, on va clôturer le live. Bien vous dire que si vraiment vous êtes intéressé par une des formations qu'on vous a présentées au cours de cette conférence, en fait, il y a des lives qui sont mis en place une fois par semaine sur le site de l'ESTBB. Il faut que vous vous inscriviez. Et du coup, vous pourrez avoir les responsables d'études ou les directeurs pédagogiques en fait, qui présenteront la formation et à qui vous pourrez poser toutes les questions de manière très ouverte. Donc, n'hésitez pas, même après la conférence, vous avez des questions, à faire ça. Et n'oubliez pas que cet après-midi également, on est sur le chat, sur le stand de l'ESTBB, ça aura en fait de l'étudiant. Et pareil, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser également là-bas. Voilà, et bien écoutez, je vais faire venir quand même tous les étudiants pour les remercier d'avoir été présents lors de ce live et on va vous souhaiter un bon samedi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.